Bonjour, je m'appelle Béatrice Vagui. Je suis ingénieure agronome et je fais partie du comité projet de Suissei de Genève. Bonjour, moi c'est Sengoura Yarbana. Je suis un étudiant en sociologie et je travaille aussi comme bénévole au sein de Suissei de Genève dans le comité de projet. Enchanté. Et aujourd'hui, nous donnons la bienvenue à Adamou Moussa, qui est le responsable du bureau Suissei au Niger. Donc, Adamou, je vous laisse vous présenter et présenter aussi les domaines d'activité de Suissei Niger. D'accord, merci Béatrice, merci à toutes tous. Je suis Adamou Moussa Abba, je suis sociologue de formation et planificateur de profession. Donc, je travaille à Suissei depuis le 1er avril 2013, donc ça fait bientôt 7 à 8 ans. Et je suis marié, j'ai 4 enfants, dont 2 filles, 2 garçons. Suissei est installé au Niger depuis 1997-98 en tant que ONG de développement, parce qu'auparavant, dans les années 70, elle travaillait dans l'urgence. Et donc, elle travaille dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine de l'eau, hygiène, assainissement, le domaine du genre. Et par le passé, dans un passé récent, nous étions également dans le domaine des industries extractives. Comme vous le constatez avec nous, aujourd'hui, le monde est frappé de plein fouet par cette pandémie mondiale dont j'imagine le Niger n'est pas épargné. Donc, vu l'importance des activités de Suissei au Niger, pouvez-nous dire quel est l'état des lieux de cette pandémie au Niger, notamment là où vous vivez? Si vous pouvez brièvement nous dire quelles sont les mesures qui ont été prises et dans quelles circonstances ou mesures ces règles ont été respectées ou ne sont pas respectables. Merci, M. Adam. OK. Alors, pour ce qui est de la situation du COVID-19 au Niger, il faut dire que officiellement, les autorités ont déclaré l'existence du Covid au Niger vers la fin du mois de février, début mars 2020. Et donc, à partir de là, le gouvernement a mis en place un comité interministériel pour pouvoir suivre la situation. Et immédiatement, comme à l'image des autres pays africains et même de certains pays à travers la planète, les premières mesures qui ont été prises, c'était de procéder à un contrôle de frontières. Quand je dis contrôle de frontières, c'est-à-dire de pays à pays, n'est-ce pas? De contrôler les flux de circulation à l'intérieur même du Niger, d'une région à une autre, et en particulier au niveau de Niamey, qui est la capitale. Parce que Niamey, faut-il le rappeler, est une ville d'environ 2 millions d'habitants aujourd'hui, alors que toute la population du Niger fait autour de 21 à 22 millions d'habitants. Moi, je voulais savoir, en fait, lesquels sont les impacts de cette urgence sanitaire internationale sur les bénéficiaires des projets sur le terrain. Et on voulait aussi savoir comment Suissei de Niger s'est adapté à cette situation. OK. En termes d'impact, les bénéficiaires ne reçoivent pas vraiment notre accompagnement comme ça se fait normalement. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a tout un travail d'encadrement et de suivi qui se fait au quotidien, n'est-ce pas, sur le terrain auprès des bénéficiaires. Et donc, avec le Covid, comme je vous le disais tantôt, nous étions obligés de nous confiner, de travailler à domicile. Donc, nous n'avions plus la possibilité d'aller au contact de ces bénéficiaires, de recueillir un peu leurs sentiments ou leurs perceptions également de la situation. Quand bien même, nous avons des collègues de terrain qu'on appelle des animateurs ou des facilitateurs. Donc, ces collègues de terrain, à un moment donné, étaient obligés aussi de rejoindre leur famille. Donc, tout cela a impacté vraiment sur le travail pendant à peu près un mois et demi.
Mais comme je le disais tantôt, l'une des mesures importantes que nous avons prises en dehors du projet d'urgence qui a été élaboré, dont je vous parlais, c'était d'aller vers l'autorité et d'avoir cette autorisation de circuler dans notre zone d'intervention. Et comme je l'ai dit, les missions ont commencé et je pense que nous allons pouvoir renouer avec ce suivi de proximité de nos activités et pour pouvoir s'assurer que tout ce qui a été fixé comme objectif ou tout ce qui a été fixé comme effet attendu, n'est-ce pas, des interventions des différents projets, que ces effets-là soient atteints. Et donc, mais nous n'avons pas, si vous voulez, fait la situation pour voir un peu en quoi est-ce que, ou dans quelle proportion, par exemple, les bénéficiaires ont été touchés par le Covid. Bon, il me semble que ça relève de l'État surtout. Ce n'est pas quelque part le rôle de SUICED de s'occuper de ça. Mais nous pouvons nous approcher des formations sanitaires au niveau des régions pour avoir la situation et puis savoir exactement si notre zone et nos bénéficiaires sont impactés ou pas. Ah, ok. Merci beaucoup alors pour cet aperçu encore. Et on sent réellement que la crise sanitaire a eu des effets sur la gestion des projets et puis aussi sur les bénéficiaires. Mais je pense que d'après le tableau que vous venez de brosser, on a dû déjà atteindre le pic de l'épidémie. Donc, si maintenant on peut penser à l'après-épidémie, donc après cette pandémie, quelles sont, selon vous, comment vous apercevez les choses? Quelles sont les perspectives par rapport à la situation sanitaire? Ensuite, par rapport à la gestion de projets, tels que vous avez pris quelques mesures, et par rapport à l'impact sur les bénéficiaires. Vous pensez que les priorités, les choses vont changer après cette épidémie? Merci pour cette question tout aussi pertinente. Déjà, je commencerai par dire que même d'un point de vue global, donc, présentement, les autorités sont en train de réfléchir effectivement à l'échelle du pays sur l'après-Covid. Pour ce qui est de SUICED, nous sommes également en train de réfléchir, comme vous l'avez si bien dit, de ce que sera l'après-Covid. À ce stade, en tout cas, nous pensons que nous n'aurons pas besoin de modifier nos objectifs tels qu'ils ont été fixés par rapport à notre planification stratégique actuelle qui va de 2019 à 2024. Et nous osons espérer que, avec les efforts, en tout cas, de la communauté internationale et des efforts propres du pays, que nous allons parvenir quand même à une situation plus ou moins d'éradication de ce corona-19 et permettre aux populations et aux bureaux que nous sommes de continuer à travailler sereinement, n'est-ce pas? Je pense que après cette situation de Covid, les projets vont continuer à fonctionner normalement. Il n'y a vraiment pas de raison que les projets s'arrêtent complètement. Parce que nous avons quelque part, il faut le dire, une zone d'intervention quand même qui est assez circonscrite. Parce que je vous parlais de deux régions, c'est des régions frontalières. Sur les deux régions, nous couvrons 3 départements et à l'échelle de 3 départements, nous ne couvrons que 10 communes, alors que l'ensemble du Niger totalise 265 communes. Donc, nous, au niveau de nos 2 régions d'intervention, nous couvrons juste 2 communes pour des populations, des bénéficiaires directs au nombre d'environ 50 à 55 000 personnes. Et donc, je pense qu'avec l'effectif de staff que nous avons, la disponibilité même des bénéficiaires et nos moyens logistiques, financiers et tout ce qui s'ensuit, je pense que nous pouvons continuer à travailler sereinement même après le Covid. D'accord. Merci. Bah, ça, c'est une bonne nouvelle. Là, on aimerait sortir un peu du cadre spécifiquement SUICED et on aimerait savoir de votre part si vous avez remarqué du positif dans cette situation, c'est-à-dire si la société nigérienne a réagi de façon positive à l'urgence sanitaire en termes d'entraide, par exemple, ou de solidarité.
Donc, comment ça s'est passé au niveau vraiment de société et comment ça se passe. Et aussi, si donc vous avez des souhaits pour le futur après cet état d'urgence sanitaire. Oui, j'allais dire que ce qu'on peut observer de positif, c'est que avec toutes les sensibilisations dont je vous ai parlé à travers les médias, avec les autorités en tête, la population a véritablement pris conscience de l'existence de cette maladie. C'est vrai qu'au début, il y avait des réticences. Il y a certains qui se disaient, bon, c'est quelque chose qui ne concerne que les pays riches, parce que la preuve, il y a beaucoup plus, malheureusement, de personnes qui en souffrent et qui en meurent dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Certains ont pensé que comme nous sommes dans des pays chauds, où à pareil moment, la température tourne autour de 42, 43 degrés, que le virus ne peut pas résister. Donc tout ça, si vous voulez, ce sont de fausses idées qui sont répandues, mais qui aujourd'hui, grâce à la sensibilisation, à la communication, les gens commencent à se rendre compte que ces idées-là ne tiennent plus, que la maladie est une réalité. Et parce que dans la population, il y a quand même eu pas mal de pertes en vies humaines. Et donc, il y a des familles qui ont témoigné que véritablement, c'était dû à cette maladie. En termes de solidarité, oui, il y a eu beaucoup d'actions de solidarité. Je peux vous citer 2 ou 3 exemples. Le premier exemple, c'est au niveau de l'État. Donc, l'État a créé une sorte de fonds d'urgence Covid. Je ne connais pas exactement l'intitulé, le nom de ce fonds-là, mais c'est en tout cas un fonds ouvert dans un compte bancaire de façon transparente où que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, chacun peut apporter sa contribution financière dedans. Et à d'autres aussi qui, individus, comme groupe d'individus ou des entreprises, par exemple, qui ont préféré faire des dons en nature. Quand je prends mon cas personnel, moi, par exemple, je suis un membre du Lions Club au Niger. Donc, pas plus tard que le vendredi passé, nous avons fait un don d'une valeur de $10 000 au ministère de la Santé publique. Et c'était constitué de kits comment on appelle ça, d'eau de javel, de masques, de gel hydroalcoolique, comment ils appellent ça, il y a un autre matériel, là, les surchaussures, je crois on appelle ça dans le domaine médical, que le personnel soignant porte pour protéger les chaussures. Donc c'est pour vous dire que vraiment, il y a eu une solidarité agissante, n'est-ce pas, et ça continue actuellement. Maintenant, comment est-ce que je vois la suite? Comme je vous l'ai dit, bon, globalement, je pense qu'on peut espérer qu'avec tous les efforts conjugués, on puisse arriver à bout de la maladie au Niger. Et ce que nous souhaiterons, en tout cas moi personnellement, c'est vraiment de disposer des informations de qualité par rapport à ce Covid-là. Parce qu'il se raconte énormément de choses au point où souvent vous ne savez pas s'il faut croire ou s'il faut douter. Donc, c'est vraiment de disposer de la bonne information à la bonne source, n'est-ce pas, pour pouvoir continuer à observer en tout cas les bonnes mesures hein, de comportement et éviter en tout cas de soi-même se contaminer, de contaminer peut-être d'autres personnes autour de soi, quoi. Et l'autre chose que je souhaiterais, c'est au niveau des écoles, parce que pratiquement toutes les écoles, depuis le primaire jusqu'à l'université, donc de l'enseignement primaire jusqu'au niveau supérieur, tous les établissements, que ce soit publics ou privés, ont été fermés pendant bientôt 2 mois. Les élèves étaient juste mis en congé de Pâques quand la situation s'était déclenchée et donc l'État a décidé du coup, au-delà des congés de Pâques, n'est-ce pas, de fermer les établissements scolaires. Donc l'un de mes vœux les plus chers, c'est que vraiment cette année 2020 ne soit pas perdue pour les enfants aussi. D'autant plus que nous avons tous nos enfants qui vont à l'école. On a payé pour qu'ils puissent poursuivre normalement leur scolarité. Et je pense que c'est le vœu de tout parent de voir quand même les enfants continuer à aller tranquillement à l'école et puis pouvoir bien boucler l'année scolaire. Absolument. Ah, merci infiniment, monsieur Adamou. Merci, je vous remercie.
Je me joins donc à Sucette Genève pour vous remercier du temps que vous avez pris pour nous faire un état des lieux de la situation des projets, ensuite de la question sanitaire, comment vous avez pu gérer les choses jusqu'à aujourd'hui. Et nous nous réjouissons qu'on pourra, après donc, la pandémie, nous rendre là-bas pour vivre la réalité de tous ces projets. On vous remercie. C'est mon souhait. En tout cas, je vous souhaite vivement de pouvoir... je vous souhaite vivement d'avoir l'occasion un jour de venir au Niger. Oui. Et nous vous souhaitons aussi très bon travail pour la reprise du travail sur le terrain. Merci beaucoup, merci. Merci. Allez, bye bye. Merci, Monsieur Amadou.